RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Nathalie Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invitée. Vous êtes ministre chargée des Affaires européennes. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont signé ce matin le traité d'Aix-la-Chapelle. Vous y étiez d'ailleurs, donc c'était en Allemagne. Un traité qui complète celui signé en 1963 entre De Gaulle et le chancelier Adenauer. Cette signature entre les deux pays a alimenté donc tous les fantasmes saugrenus, les plus saugrenus, ce qu'on appelle les fake news. Un exemple, l'Alsace et la Lorraine seraient donnés à l'Allemagne. La France partagerait son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc nous allons avec vous démêler le vrai du faux et l'archi-faux. Mais tout de même, comment expliquez-vous que fleurissent d'abord de telles informations, de telles fake news, parfois totalement absurdes? N'y a-t-il pas là, pour le coup, un défaut d'explication, de pédagogie de la part du gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas une part non plus de responsabilité? Alors, je vous trouve aimable de parler de fake news. Parce que ce qui s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, il faut citer les deux responsables. Donc ils le font à dessein, donc des mensonges. Qui ont été pris en flagrant délit de mensonges. Vous n'allez pas me faire croire que Madame Le Pen ait cru elle-même une seule minute que l'on vendait l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, qu'on obligeait les Alsaciens à parler allemand ou qu'on abandonnait notre siège elle parle membre permanent de souveraineté au Conseil de sécurité. Mais elle a dit tout ça. Je reprends, je la cite. Les mots me tordent un peu la bouche. Et je la cite alors même que ce traité, il est sur Internet. Tout le monde peut le consulter. Les députés de l'Assemblée nationale le connaissent. Ils le connaissent d'autant mieux qu'ils l'avaient appelé de leur vœu en 2017, lorsqu'ils se sont réunis pour l'anniversaire du traité de l'Élysée. Ils ont voté une résolution demandant à la France et à l'Allemagne de conclure un traité qui compléterait le traité de l'Élysée. Alors, défaut de communication, vous savez sans doute que quand on négocie un traité, on n'en parle pas tant qu'on n'est pas d'accord. Négociation internationale, ça prend un petit peu de temps. On ajuste le niveau de ce sur quoi on se met d'accord. Ensuite, la représentation nationale, l'Assemblée nationale, aura tout le temps pour le ratifier. Et sa responsabilité sera d'en débattre. J'espère avec un petit peu plus de sérieux, parce que ce que je constate, c'est que Madame Le Pen, en tant que populiste, correspond bien à la définition du populisme. C'est se moquer du peuple. C'est mentir au peuple sciemment, sans vergogne, et en pensant que plus c'est gros, plus ça passe. Oui, mais si ces mensonges peuvent recevoir un écho, finalement, pour compléter et rejoindre la question de Roselyne, c'est quand même sans doute qu'il y a peut-être un déficit d'explication, de pédagogie. C'est un accord important, le traité d'Aix-la-Chapelle. Si on veut faire aimer l'Europe, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une forte montée en Europe en général, en France aussi, de l'euroscepticisme, voire parfois de l'europhobie. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps d'expliquer, prendre le temps de dire quels avantages vont apporter ce traité. Enfin voilà. Mais volontiers, je serais ravie que vous me donniez ce temps, parce que, vous voyez, nous avons commencé la conversation. Ça, j'entends bien, mais il a été signé aujourd'hui. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire bien en amont? Mais il y a eu des réunions à l'Élysée avec de nombreux journalistes, il y a eu des articles sérieux. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la défiance de certains, pas tous nos concitoyens, parce que les Français valent mieux que ça. Mais nous, on a des compatriotes qui sont complotistes, obsessionnels, et qui se méfient de la classe politique comme ils se méfient des médias. Donc quand la presse a fait son travail d'explication, de présentation de ce qu'il y avait dans l'accord d'Aix-la-Chapelle, certains, un petit nombre, mais qui est toujours inquiétant, le simple fait que ça existe, ont préféré croire des mensonges. Mais alors parlons de ce qu'il y a dans le traité, si vous m'y... Oui, alors 63, c'était la réconciliation. Absolument. Aujourd'hui, l'objectif en 2019, il est quel est-il? Et d'ailleurs, quelle avancée y a-t-il dans ce traité?
concrètement? 63, c'était la réconciliation. C'était évidemment un mouvement incroyable entre deux pays qui s'étaient fait la guerre et qui avaient occasionné énormément de morts et de tragédies en Europe. C'était au siècle dernier. Il fallait mettre à jour ce traité sur les enjeux du XXIe siècle et aller vers la convergence. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que nos économies convergent davantage. C'est que nos droits, par exemple, le droit des affaires, convergent davantage entre la France et l'Allemagne. Pas par idéologie, pas par fédéralisme, pour faciliter la vie des Français, des Allemands, des citoyens et des entreprises. Là, on voit que sur l'immigration, on ne se met pas d'accord. Sur les GAFA, on ne se met pas d'accord. Sur la fiscalité, on ne se met pas d'accord. Est-ce que la France peut rentrer dans le costume de l'Allemagne économiquement? On sait que non. Donc, est-ce que tout ça n'est pas, dans le fond, une illusion? Ce qu'il y a dans le traité, par exemple, c'est que nous nous engageons, et c'est un engagement extrêmement fort, à nous prêter aide et assistance mutuellement dès lors que l'un des deux pays fait l'objet d'une agression. C'est un engagement par rapport à deux pays qui sont fait la guerre, qui est historique. Nous nous engageons aussi à faire en sorte de rapprocher notre droit des affaires, je le disais, pour qu'il soit plus facile pour des entreprises, pour des petits commerçants, pour des PME, de travailler de part et d'autre du Rhin. Nous nous engageons à faire en sorte également que les sociétés civiles, les Français puissent se rendre en Allemagne, les Allemands en France, en finançant le tout. Nous allons mettre en place une plateforme numérique, audiovisuelle, pour aider à la circulation des idées, à la circulation de nos cultures qui sont imprégnées l'une de l'autre. Et puis, nous faisons beaucoup de choses de manière très concrète sur tout ce qui est transfrontalier. Et c'est là où la mauvaise foi de M. Dupont-Aignan, puisque c'est lui qui a commencé, mais aussi de Mme Le Pen, sont infinies, et surtout leur déconnexion du terrain. Moi, c'est ce qui m'a frappée. Parce que l'aspect transfrontalier, pardon, excusez-moi, je vais terminer, moi, je l'ai beaucoup poussé dans ce traité, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Alsace, avec les Alsaciens, pour essayer de comprendre de quoi ils avaient besoin, quelles étaient les difficultés quotidiennes à être un Européen frontalier. C'est sur cette base qu'on a décidé de simplifier le tout. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, manifestement, le terrain, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent que les micros et les mensonges. Sur la question du siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donné lieu donc à toute sorte d'extrapolation. De mensonges. Voilà, c'est pas des extrapolations. De mensonges, de baratin, enfin bon. Voilà. Mais je veux dire, le point de départ, est-ce que ça n'est pas ce qui est dit dans le texte, c'est-à-dire que les deux pays se promettent de coordonner étroitement leur position au Conseil de sécurité et afin de trouver des positions communes. Est-ce que ça ne veut pas dire que la France, à l'avenir, ne décidera plus seule et souverainement au Conseil de sécurité, mais qu'elle devra d'abord obtenir l'accord de son allié allemand? Alors, je vais vous faire une révélation, et je vais la faire en même temps aux nationalistes. C'est qu'on le fait déjà avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. Oui. Les pays membres permanents ou non permanents qui siègent au Conseil de sécurité s'engagent systématiquement quand la France a voté contre la guerre en Irak, ce n'était pas la position de tous les pays de l'Union européenne. Et ça a été une difficulté qui a porté préjudice à l'Union européenne. Et on en a tiré les leçons. Mais la France, à ce moment-là, a pris sa responsabilité et sa décision. Comme le Royaume-Uni a pris... D'ailleurs, je vous rappelle que nous n'avons pas voté, puisque finalement, les États-Unis ne sont pas allés au vote pour ne pas essuyer de veto. Oui. Mais les Britanniques ont pris leur responsabilité, nous avons pris la nôtre. Nous avons vu aussi ce que ça avait coûté en termes de division de l'Europe. Nous avons tiré les leçons de cet épisode sur lequel je rappelle que ce que nous avions dit à l'époque s'est avéré exact. Aujourd'hui, nous nous concertons. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout. Ça veut dire qu'on se parle toujours à l'avance, avant de défendre une position au Conseil de sécurité. C'est quoi la position de la France sur le Conseil de sécurité? C'est de souhaiter que l'Allemagne devienne, elle aussi, membre permanent. C'est certainement pas d'avoir un siège partagé, c'est d'avoir plusieurs sièges européen de membres permanents. Le couple franco-allemand a longtemps été le moteur de l'Europe. Est-ce que, d'après vous, c'est toujours vrai aujourd'hui, avec quand même une Angela Merkel affaiblie politiquement, un Emmanuel Macron qui est englué dans la crise des Gilets jaunes, et tous deux menacés par une extrême droite dans leurs pays respectifs? Est-ce que ce n'est pas la somme de deux faiblesses, tous les deux? D'abord, je vais vous rappeler qu'en 2017, l'extrême droite a été battue à l'élection présidentielle par Emmanuel Macron.
Manifestement, c'est une défaite qu'ils ont du mal à digérer et ils ont tendance à essayer de refaire le match, y compris dans les rues. Mais la réalité démocratique, c'est celle-là. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il n'est pas affaibli. On poursuit les réformes et on poursuit une forme de leadership reconnue par tous au niveau européen. Le moteur franco-allemand, nos partenaires le critiquent facilement, surtout quand il est en panne. Parce qu'on sait qu'il ne se passe rien en Europe quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. Et depuis 2 ans, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour faire avancer l'Europe de la défense, qui était un slogan pendant des décennies et qui devient une réalité, avec un fonds européen de défense dont les prémices commencent dès cette année. Les premiers projets financés par l'Europe en matière de défense, c'est dès 2019. On s'est mis d'accord sur un budget de la zone euro. Et combien de commentateurs ont dit jusqu'à ces derniers mois, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Le jour où c'est arrivé, on ne les a plus entendus. Sur la taxation des GAFA, nous sommes d'accord avec l'Allemagne pour la nécessité d'une taxation du numérique. Nous trouvons que ce que veulent certains de nos partenaires ne va pas assez loin. C'est la raison pour laquelle nous allons de manière additionnelle avoir une taxe nationale. Mais on avance sur beaucoup de sujets, sur l'innovation de rupture, on avance entre la France et l'Allemagne, sur ce qu'on va faire pour la nouvelle génération de batteries, sur ce qu'on fait sur les universités européennes. Il y a énormément de sujets sur lesquels on avance, pas toujours assez vite, c'est vrai, mais l'Europe, on ne peut pas avoir raison tout seul en Europe. L'Europe, c'est la culture du compromis, parce qu'on est plus fort à 27 que tout seul. Alors, vous dites on avance avec l'Allemagne. Il y a un pays, en revanche, avec lequel on n'avance pas beaucoup en ce moment, voire on recule, c'est l'Italie. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dit aujourd'hui, je le cite, j'espère que les Français pourront se libérer d'un très mauvais président. Et l'occasion est celle du 26 mai, c'est-à-dire les élections européennes, quand le peuple français pourra finalement reprendre en main son avenir et son destin. Il faut rappeler, pour être honnête, que Emmanuel Macron a eu parfois aussi des propos assez peu aimables à l'égard du nouvel exécutif italien, sans doute moins virulent, mais peu aimable, disons-le. Citez-les-moi. Par exemple, quand il avait dénoncé la lèpre nationaliste qui monte en Europe, on pense qu'il devait, entre autres, viser... Non, mais la lèpre, on peut dénoncer... Oui, en Europe, mais enfin, bon, c'est quand même ne feignez pas de dire que l'Italie n'était pas concernée. Non, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit de comparable entre parler d'une situation, non, c'est bien pour ça que j'ai dit des propos peu aimables. Et j'en cite un autre. Il avait évoqué la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien au moment où celui-ci avait refusé d'accueillir l'Aquarius. Bon, et où nous avions recueilli les naufragés de l'Aquarius. Les propos là, de Matteo Salvini aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous inspirent? Écoutez, il m'inspire plusieurs questions. La première, c'est ce type de propos, est-ce que ça améliore la situation des Italiens? Je ne crois pas. Est-ce que ça a une quelconque influence sur la situation politique en France? La réponse est non. Donc d'où ça sort et à quoi ça sert? De mon point de vue, ça ressemble fortement à une Marine Le Pen engluée dans ses mensonges et dans le ridicule dans lequel elle s'est installée. Parce que quand nous avons parlé d'Aix-la-Chapelle, vous avez, par charité, omis de dire ce qu'en pense et ce qu'en écrit la presse allemande, qui fait des gorges chaudes de Madame Le Pen. Notamment dans le phase. Madame Le Pen appelle au secours Monsieur Salvini, parce que vous n'avez pas été tout à fait au bout de sa citation. Monsieur Salvini en appelle à voter pour des gens raisonnables et sérieux, et j'essaye de garder mon sérieux, c'est-à-dire Madame Le Pen. On sent qu'elle est engluée. Madame Le Pen se dit nationaliste, mais dès qu'elle a un problème, elle va à Moscou ou elle appelle Rome. Alors, Nathalie Loiseau, justement, ça appelle une question. On dit souvent, on entend une fois de plus, on parle de rumeurs. Est-ce que l'Europe est déstabilisée par les États-Unis, par Donald Trump, par Vladimir Poutine et, en d'autres termes aussi, par la Chine? Est-ce qu'il y a une déstabilisation aussi des démocraties libérales contre l'Europe? L'Europe a besoin d'être plus unie, plus forte et plus déterminée. Mais vous ne répondez pas à la question. Parce qu'en face de l'Europe, il y a aujourd'hui des partenaires d'une taille continentale. En Europe, il n'y a pas des grands et des petits pays. Donc ils nous déstabilisent. Et il y en a qui ne savent pas qu'ils sont petits. Non, laissez-moi terminer. Vous avez Donald Trump qui dit l'Union européenne est l'adversaire
des États-Unis. Et l'adversaire, c'est le mot qu'il a choisi. Vous avez Donald Trump qui inflige à l'acier et à l'aluminium européen des tarifs douaniers sur un motif de sécurité nationale. Donc ça n'est pas quelqu'un qui est favorable à l'Union européenne, il le dit lui-même. Vous avez de l'autre côté Vladimir Poutine qui vit dans la nostalgie de l'influence soviétique sur l'Est de l'Europe. Et tous nos partenaires est-européens, les gouvernants parfois, les sociétés civiles toujours, nous parlent de leur inquiétude sur des ingérences extérieures. On voit du hacking, on voit des Donc c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Il ne faut pas vivre dans la paranoïa, mais il faut vivre dans la fierté de ce que nous sommes. L'Europe unie peut être et est forte et puissante, il faut qu'elle assume sa puissance. Ouais. Il faut qu'on évoque, Nathalie Loiseau, le Brexit. Vous êtes ministre des Affaires européennes. Et il nous reste, je vous le dis, 2 minutes 30 à peu près d'émission. Donc il va falloir être un peu rapide. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution qui recueille un soutien majoritaire. Comment voyez-vous les choses évoluer ? Est-ce qu'on va inéluctablement vers une sortie sans accord ? Le référendum de 2016, c'était une majorité contre l'Union européenne. Ce qu'on n'a pas vu depuis au Royaume-Uni, c'est une majorité pour quelque chose. Les Britanniques nous ont dit qu'ils voulaient sortir, ils n'arrivent pas à nous dire où est-ce qu'ils veulent aller. Laissons sa chance à l'accord de retrait qui a été remarquablement négocié et conclu avec le gouvernement britannique. Pour nous, c'est le meilleur accord possible et c'est même le seul. Est-ce que l'Union européenne... Si les Britanniques veulent rester dans l'Union européenne, ça n'est évidemment pas nous qui leur dirons non, mais c'est une décision qu'ils doivent prendre. Et s'ils ne se mettent d'accord sur rien, le temps pressant, nous sommes à quelques dizaines de jours du retrait britannique, il faut se préparer à un Brexit sans accord. C'est de moins en moins improbable. Nous avons décidé de nous y préparer au niveau national. Une loi est passée, européen, Madame la ministre, est-ce que Theresa May peut obtenir des concessions de l'Union européenne ou dans le fond, l'Union européenne estime qu'elle a brûlé toutes ses cartouches, enfin, Écoutez, qu'elle peut sur pas aller plus l'accord loin. de retrait, nous n'allons pas le rouvrir, nous n'allons pas le renégocier. Si sur la relation future, il y a une majorité au Parlement britannique qui vient nous dire finalement on veut une relation plus étroite, est-ce que vous êtes prêt à l'accorder ? On regardera, on considérera ça en vertu de notre souhait d'avoir une relation étroite avec le Royaume-Uni, mais de notre priorité qui est de protéger les intérêts des Européens. Alors dernière question, on voit ce que donnent parfois les référendums. Et dans l'histoire, et avec le Brexit, est-ce qu'à l'issue du grand débat, vous pensez qu'un référendum peut être possible ? En 30 secondes. Alors, un référendum est toujours possible. Il faut faire attention à la manière dont se passe une campagne pour lutter contre la désinformation. Il faut éviter de répondre à des questions compliquées par des réponses trop simples. Parfait, vous avez vraiment le sens de la mesure. Là. 30 secondes, vous avez... Du coup, on a même le temps de dire au revoir de manière assez confortable. Poliment. Et à très bientôt et merci. Merci beaucoup Nathalie Loiseau et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique et on vous donne rendez-vous donc pour mardi prochain pour un autre Mardi Politique. À très vite, merci. Bonne soirée.